Quand je souffrais de douleurs atroces dues à ma grossesse, j'ai essayé d'aller à l'hôpital, mais ma belle-mère m'a arrêté en m'agrippant le bras avec force. Elle a crié avec colère, « Arrête de chercher des excuses. Prépare le dîner d'abord. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. » J'ai supplié, « S'il te plaît, je crois qu'il y a un problème avec le bébé. » Mais elle n'a fait que resserrer sa prise. Mon beau-père a ajouté, « Vous, les jeunes femmes, vous êtes toujours si théâtrales pour tout. » Quand j'ai retiré ma main pour partir, folle de rage, elle m'a jeté de la soupe bouillante dessus. Alors que le liquide chaud frappait mon ventre de femme enceinte, mon cri a résonné dans la pièce. Je me suis effondrée sur le sol, agrippant mon ventre pendant qu'ils restaient tous là à regarder. Mon mari est entré, au lieu de m'aider, a dit, « Maintenant, regarde ce que tu lui as fait faire. » Ce qui s'est passé ensuite était choquant. Les brûlures couvraient mon abdomen de marques rouges et boursouflées. Je pouvais sentir la chaleur qui irradiait à travers ma peau, même si le choc engourdissait la pire des douleurs. Mes mains étaient pressées là où notre bébé aurait dû être en sécurité, protégé, en pleine croissance. Le sol de la cuisine était froid sous moi, un contraste saisissant avec le feu qui se propageait sur mon ventre. Ma belle-mère, Patricia, se tenait au-dessus de moi, la casserole vide encore à la main. Son visage ne montrait aucun remords, seulement de l'agacement que j'ai causé une telle scène. Mon beau-père, Gérald, s'était déjà détourné, marmonnant que le dîner était fichu. Et mon mari, mon Dieu, mon mari, Tyler, se tenait juste dans l'embrasure de la porte avec sa mallette, me regardant comme si j'étais un meuble qui était tombé et avait causé un désagrément. « Tu dois faire plus attention », a dit Tyler en posant sa mallette. « Maman a cuisiné toute la journée, et toi, tu es restée assise à te plaindre. » J'étais enceinte de 7 mois et je souffrais de crampes sévères depuis des heures. C'est ce qu'il appelait rester assise à se plaindre. Une ambulance n'est venue que parce que notre voisine, Madame Chen, a entendu mes cris par la fenêtre ouverte et a appelé les secours sans demander la permission à personne. Je me souviens des ambulanciers qui se sont précipités à l'intérieur, de l'efficacité froide de leurs gestes alors qu'ils me chargeaient sur le brancard. Patricia a essayé de les renvoyer, insistant sur le fait que j'étais hystérique, mais ils l'ont complètement ignoré. Les urgences sont devenues un tourbillon de machines et de voix pressées. Un médecin aux yeux bienveillants m'a dit qu'il devait pratiquer une césarienne d'urgence. Les brûlures avaient provoqué un travail prématuré et le bébé était en détresse. J'ai signé des formulaires les mains tremblantes pendant qu'une infirmière découpait mes vêtements tachés de soupe. Pendant ces premiers instants aux urgences, je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans ma tête. La façon dont le visage de Patricia s'était tordu de rage quand j'avais essayé de partir. Comment Gérald avait ri, oui, ri, quand j'avais trébuché en essayant d'atteindre la porte. Le bruit de la mallette de Tyler heurtant le sol résonnait plus fort dans ma mémoire que mes propres cris. Un chirurgien plasticien a été appelé en consultation pour les brûlures. Le docteur Rachel Martinez m'a examiné avec des mains prudentes, son expression devenant plus sérieuse à mesure qu'elle évaluait les dégâts. « Ce sont des brûlures profondes », dit-elle doucement. « Nous devrons nous concentrer sur la prévention des infections pour le moment, mais vous aurez besoin de multiples greffes. Je suis tellement désolée que cela vous soit arrivé. » Sa gentillesse a fait sauter un verrou en moi. J'ai commencé à pleurer et je n'ai pas pu m'arrêter, même alors qu'on me poussait vers la salle d'opération. Une infirmière m'a tenu la main tout le long du chemin, me répétant sans cesse que mon bébé irait bien, que j'allais bien, que j'étais en sécurité maintenant. En sécurité. Je ne m'étais pas sentie en sécurité depuis des mois, peut-être plus longtemps. Vivre dans cette maison avec les critiques constantes de Patricia, les commentaires méprisants de Gérald, l'incapacité totale de Tyler à me défendre. J'avais normalisé tout ça d'une manière ou d'une autre, me convainquant que ce n'était que des tensions familiales typiques, que les choses s'amélioreraient après la naissance du bébé. L'anesthésiste s'est présenté comme étant le docteur James Park. « Nous allons bien prendre soin de vous deux », a-t-il promis en ajustant la perfusion dans mon bras. « Essayez de vous détendre. On s'occupe de tout. » Je voulais lui dire que se détendre était impossible, que tout mon corps semblait en feu, au propre comme au figuré, que j'étais terrifiée à l'idée que mon bébé ne survive pas. Mais les médicaments me faisaient déjà sombrer, et la dernière chose dont je me souviens,
c'est de me demander si Tyler prendrait même la peine de venir à l'hôpital. Tyler est arrivé à l'hôpital 3 heures plus tard, une fois l'opération terminée. J'ai appris plus tard que l'hôpital l'avait appelé quelques minutes après mon arrivée, mais il avait d'abord fini sa journée de travail avant de daigner venir voir sa femme et sa fille nouveau-née. Notre fille était née à 30 semaines, pesant à peine 1,4 kg. Elle était vivante, mais se battait en unité de soins intensifs néonatales, USIN. Les brûlures sur mon abdomen ont nécessité des greffes de peau et des mois de traitement. Brûlure au 3e degré, a dit le médecin, regardant Tyler avec un dégoût à peine dissimulé lorsqu'il a finalement expliqué ce qui s'était passé. Les premiers mots de mon mari en salle de réveil ne concernaient ni notre fille ni mes blessures. Maman est très contrariée que tu aies appelé l'ambulance. Elle pense que tu as surréagi. Quelque chose s'est cristallisé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était de la clarté. Cet homme avait choisi le confort de sa mère plutôt que la vie de sa femme et la survie de sa fille. Il m'avait regardé m'effondrer de douleur et m'en avait blâmé. Sors, ai-je murmuré à travers le brouillard des analgésiques. Quoi? Sors de ma chambre. Ne reviens pas. Il est parti, et depuis ce jour, je ne lui ai plus jamais parlé en tant que sa femme. Ma fille, Emma, a passé 2 mois en USIN. J'ai vécu à l'hôpital, dormant sur des chaises, apprenant à soigner un nourrisson prématuré, tout en gérant ma propre convalescence et la douleur atroce des traitements pour mes brûlures. Tyler est venu 2 fois. Ses parents ne sont jamais venus. Ces 2 mois m'ont transformé d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper. Chaque jour apportait de nouveaux défis, les niveaux d'oxygène d'Emma qui chutaient, mes pansements à changer, l'épuisement écrasant de l'inquiétude. Mais cela a aussi apporté de la clarté. Je me réveillais dans le fauteuil inconfortable à côté de l'incubateur d'Emma à 6 heures du matin. Tout mon abdomen me lançait, la peau brûlée, tendue et irritée sous des couches de gaz médical. Je me traînais jusqu'à la salle de bain, apercevais mon reflet dans le miroir et reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Mon visage s'était creusé à cause du stress et de la mauvaise alimentation. Des cernes sombres ombraient mes yeux. Mais il y avait autre chose aussi. Une dureté qui n'était pas là avant. Les infirmières de l'USIN travaillaient par quart de 12 heures, passant d'un petit patient à l'autre avec une efficacité bien rodée. Elles ont appris mon nom en quelques jours, les petites manies et les habitudes d'Emma encore plus vite. Déborah, une grand-mère de 5 enfants, m'a montré comment pratiquer la méthode kangourou, tenir le corps incroyablement petit d'Emma contre ma poitrine, peau contre peau, son cœur battant contre le mien comme un oiseau piégé. Ça aide les prématurés plus que n'importe quel médicament, m'a dit Déborah en ajustant la position d'Emma. Ton corps régule sa température. Ton rythme cardiaque calme le sien. Tu es son meilleur médicament. J'ai tenu ma fille pendant des heures comme ça, la sentant respirer, regardant ses petits doigts se recroqueviller et se déplier. Patricia avait fait ça une fois, tenant Tyler contre sa poitrine quand il était bébé. Elle l'avait nourri, protégé, élevé, puis elle avait regardé sa belle-fille enceinte et avait choisi la violence. L'évaluation psychologique a eu lieu pendant la 3e semaine. Une assistante sociale de l'hôpital nommée Maureen s'est assise avec moi dans une salle de consultation privée, loin des bips des moniteurs et des conversations feutrées de l'USIN. Je dois vous poser des questions difficiles, a dit Maureen doucement. Elle avait la 50aine, les cheveux gris attachés en un chignon pratique. Sur votre environnement familial, sur ce qui a conduit à vos blessures. Je lui ai tout raconté, pas seulement ce jour-là, mais les mois qui ont précédé. Comment Patricia avait insisté pour que Tyler et moi emménagions chez eux quand je suis tombée enceinte, prétendant qu'ils avaient plus d'espace et pourraient aider avec le bébé. Comment cela avait semblé être une offre généreuse au début, un moyen d'économiser de l'argent et de donner à notre enfant une relation avec ses grands-parents. Elle a commencé à tout critiquer dès la première semaine, ai-je expliqué, tirant sur un fil lâche de ma blouse d'hôpital. Ma façon de nettoyer, d'organiser la cuisine, ce que je mangeais. Elle disait que je prenais trop de poids, que j'étais paresseuse pour les rendez-vous chez le médecin. Tyler se contentait de hausser les épaules, me disant qu'elle partait d'une bonne intention. Maureen prenait des notes sans jugement, son stylo se déplaçant régulièrement sur son bloc-notes.
L'escalade a été progressive. Elle faisait des commentaires sur le fait que je serais probablement une mère terrible. Gérald était d'accord avec tout ce qu'elle disait, la soutenait constamment. J'ai commencé à éviter d'être seule à la maison avec eux. Mais c'est devenu impossible une fois que ma grossesse a avancé et que je ne pouvais plus travailler. Vous ont-ils déjà fait du mal physiquement avant l'incident avec la soupe, a demandé Maureen. J'ai dû y réfléchir. Patricia m'a attrapé le poignet une fois quand j'ai essayé de quitter la maison pour voir une amie. Elle a serré assez fort pour laisser des marques. Elle a dit que je devais d'abord finir la lessive. Que j'étais égoïste de penser à socialiser. J'ai juste pensé que j'étais trop sensible. Tyler a dit que je surréagissais quand je lui ai montré les bleus. Le dire à voix haute, entendre mes propres mots décrire ce qui se passait, cela semblait insensé. Comment avais-je pu tolérer tout ça? Mais la violence psychologique fonctionne comme ça, n'est-ce pas? Elle s'insinue lentement, normalisant l'anormal, vous faisant douter de votre propre perception de la réalité. Les 2 visites de Tyler à l'usin ont été des désastres orchestrés. La première fois, il est arrivé le 5e jour, portant encore ses vêtements de travail. Il a regardé Emma à travers le verre de l'incubateur avec une sorte de déception. Elle est vraiment petite, a-t-il dit. Elle est née avec 10 semaines d'avance parce que ta mère m'a jeté de la soupe bouillante dessus, ai-je répondu, ma voix plate. On peut ne pas parler de ça ici? Je suis venue te soutenir. Alors où étais-tu ces 5 derniers jours? Il n'avait pas de réponse à ça. Il est resté 20 minutes, consultant principalement son téléphone avant de prétendre qu'il devait retourner au travail. En partant, je l'ai entendu au téléphone dans le couloir. Oui, maman, je les ai vus. Non, elle est toujours aussi difficile pour tout. Je sais. Toujours aussi difficile. Notre fille se battait pour sa vie, et j'étais difficile. Sa 2e visite a eu lieu 3 semaines plus tard, et seulement parce que le service de facturation de l'hôpital l'avait contacté pour des informations sur l'assurance. Il a apporté des papiers à signer, s'est tenu maladroitement près de l'incubateur d'Emma et est parti en moins de 15 minutes. Vont-ils arrêter maman, a-t-il demandé avant de partir. Je l'espère, ai-je dit. Son visage s'est durci. C'est la famille. Je ne comprends pas pourquoi tu essaies de détruire notre famille pour un accident. Un accident, ai-je répété. Elle a jeté exprès de la soupe bouillante sur mon ventre de femme enceinte, Tyler. Je me suis écartée pour partir et elle m'a attaqué. Ce n'est pas un accident. Tu ne sais pas ce que ça a été pour elle de gérer ton attitude ces derniers mois. Sors, l'ai-je interrompu. Sors et ne reviens pas à moins d'être prêt à reconnaître ce qui s'est réellement passé. Il est parti, et depuis ce jour, je ne lui ai plus jamais parlé en tant que sa femme. Les infirmières sont devenues ma famille pendant ces semaines. Elles m'apportaient de la nourriture, m'apprenaient à changer la petite couche d'Emma à travers les ouvertures de l'incubateur, célébraient avec moi chaque nouvelle étape qu'elle franchissait. Une infirmière, Angela, avait elle-même traversé un divorce. Elle m'a donné le numéro d'un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai appelé depuis ma chambre d'hôpital pendant qu'Emma dormait dans son lit chauffant. L'avocat, Robert Morrison, est venu me voir en personne. Il a jeté un coup d'œil au bandage qui couvrait mon torse, a écouté mon histoire, et sa mâchoire s'est crispée. Je vais être très direct avec vous, a-t-il dit. Votre mari et ses parents sont responsables à la fois d'agressions criminelles et de dommages et intérêts aux civils. Votre belle-mère a jeté un liquide bouillant sur une femme enceinte. Votre mari a omis de porter secours et a fait preuve de négligence. Ce n'est pas seulement un motif de divorce. C'est un motif de poursuite qui les détruira financièrement. Je veux la garde exclusive, ai-je dit. Je ne veux pas qu'il s'approche d'Emma. Ce ne sera pas difficile à obtenir, étant donné les circonstances. N'importe quel juge qui verra votre dossier médical sera d'accord. Robert a agi rapidement. En une semaine, Tyler a reçu les papiers du divorce et une ordonnance restrictive. Le bureau du procureur, après avoir examiné les rapports de police et mon dossier médical, a engagé des poursuites pénales contre Patricia et Gérald pour voies de fait et mise en danger de la vie d'autrui.
La poursuite au civil a suivi peu après. Tyler a tenté de contester l'ordonnance restrictive. Il s'est présenté à l'hôpital pendant le séjour d'Emma en Usain, prétendant avoir le droit de voir sa fille. La sécurité de l'hôpital l'a escorté dehors pendant que je tenais Emma contre ma poitrine, son petit corps chaud et vivant malgré les efforts de sa famille pour nous faire du mal. Le procès pénal a eu lieu en premier. Je me suis assise dans cette salle d'audience avec Emma dans mes bras. Elle avait 14 mois à l'époque, encore petite mais pleine de vie. La procureure a montré des photos de mes brûlures, les dossiers médicaux détaillant la césarienne d'urgence, les témoignages des ambulanciers et des médecins. Madame Chen a témoigné de ce qu'elle avait entendu par la fenêtre. L'avocat de la défense a essayé de prétendre que c'était un accident, que Patricia avait simplement perdu sa prise sur la casserole. La procureure, une femme brillante nommée Linda Vasquez, m'avait longuement préparé à ce que le procès impliquerait. Nous nous étions rencontrés cette fois avant la date du procès, passant en revue chaque détail, chaque question possible que la défense pourrait poser. Ils vont essayer de vous dépeindre comme quelqu'un de difficile, m'avait averti Linda lors d'une de nos séances de préparation. Ils diront que vous étiez querelleuse, que vous avez provoqué Patricia d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin que vous restiez calme, quoi qu'ils disent. Pouvez-vous le faire ? J'ai hoché la tête, bien que je n'en sois pas sûre. Comment rester calme quand quelqu'un essaie de justifier votre agression ? Le procès a commencé un mardi matin froid de février. Le palais de justice était un bâtiment imposant du centre-ville, tout en colonnes de marbre et en couloirs résonnants. J'avais demandé à une infirmière de l'Usain avec qui je m'étais liée d'amitié, Angela, de m'accompagner pour me soutenir. Elle s'est assise dans le public, tenant Emma, pendant que je témoignais à la barre. Patricia et Gérald étaient assis à la table de la défense, ressemblant à de paisibles grands-parents. Patricia portait une robe bleue conservatrice et des boucles d'oreilles en perles. Gérald portait un costume qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel avant que j'arrête de travailler. Leur avocat, un homme mielleux dans la quarantaine nommé Derek Harrison, me lançait des regards à peine voilés de mépris. Tyler était assis derrière ses parents, évitant complètement mon regard. Linda a d'abord appelé Madame Chen à la barre, établissant la chronologie des événements. Madame Chen, septuagénaire et bibliothécaire à la retraite, s'exprimait avec une autorité tranquille. J'ai entendu des cris, a témoigné Madame Chen. Les fenêtres étaient ouvertes car c'était une soirée chaude. J'ai entendu la voix d'une jeune femme dire, « S'il vous plaît, je crois qu'il y a un problème avec le bébé. » Puis j'ai entendu une femme plus âgée, très en colère, dire « Tu ne vas nulle part tant que le dîner n'est pas fini. » Que s'est-il passé ensuite ? A demandé Linda. Il y a eu d'autres disputes. Puis j'ai entendu un fracas et le cri le plus horrible que j'ai jamais entendu. J'ai regardé par ma fenêtre vers leur fenêtre de cuisine. Elles sont très proches, peut-être à 5 mètres l'une de l'autre. Et j'ai vu la jeune femme par terre. Elle se tenait le ventre et criait. Il y avait du liquide partout sur elle. 3 personnes se tenaient là, à la regarder. Est-ce que quelqu'un l'a aidée ? Pas immédiatement. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que je voyais, pour trouver mon téléphone et appeler les secours. Quand j'ai regardé à nouveau, un homme était entré dans la cuisine. J'ai appris plus tard que c'était son mari, mais il n'a pas aidé non plus. Il est juste resté là. Derek Harrison a contre-interrogé Madame Chen agressivement, essayant de suggérer que sa vue n'était pas fiable, qu'elle n'aurait pas pu voir clairement de cette distance, qu'elle avait peut-être mal interprété ce qui se passait. Madame, vous avez 74 ans, c'est exact ? Portez-vous des lunettes ? Oui, je porte des lunettes de lecture. Ma vision de loin est parfaite. Mais à 5 mètres de distance, à travers 2 fenêtres, vous prétendez savoir exactement ce qui s'est passé. Je sais ce que j'ai vu, a dit fermement Madame Chen. Une femme enceinte par terre, brûlée et hurlant, pendant que sa famille ne faisait rien pour l'aider. Les ambulanciers ont témoigné ensuite. James, l'ambulancier en chef qui avait répondu à l'appel, a décrit la scène qu'ils avaient trouvée. La victime était au sol, consciente mais en grande détresse. Elle avait des brûlures évidentes sur l'abdomen et la poitrine.
Ses vêtements étaient imbibés de ce qui semblait être de la soupe ou du bouillon. La peau cloquait déjà à plusieurs endroits. Comment la famille a-t-elle réagi à votre arrivée ? A demandé Linda. La femme plus âgée, l'accusée, a essayé de nous renvoyer. Elle n'arrêtait pas de dire que sa belle-fille était dramatique, que ce n'était pas une véritable urgence. Nous l'avons ignorée et nous nous sommes concentrés sur la patiente. La patiente était enceinte de 7 mois et nous suppliait de sauver son bébé. Est-ce que quelqu'un dans la famille a essayé de vous aider à la soigner ? Non. Ils sont restés en retrait et ont regardé. Le mari n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa mère, disant que sa femme avait l'habitude de faire des scènes. La partenaire de James, une jeune ambulancière nommée Stéphanie, a témoigné de la gravité de mes brûlures et du fait qu'ils avaient dû me transporter toute sirène hurlante en raison du risque pour moi et le bébé. Le docteur Martinez, la chirurgienne plasticienne qui a traité mes brûlures, a apporté des photos. Linda les a projetées sur un écran pour le jury, et j'ai entendu plusieurs halètements. Les images montraient mon ventre juste après l'agression, à vif, cloqué, la peau littéralement cuite par endroits. Des photos ultérieures documentaient les greffes, les mois de guérison, les cicatrices épaisses qui restaient. Ce sont des brûlures au 3e degré, a expliqué le docteur Martinez. Elles ont nécessité de multiples interventions chirurgicales et des greffes de peau importantes. La patiente aura des cicatrices permanentes. Elle a également subi un traumatisme psychologique grave suite à l'agression. À votre avis médical, ces blessures auraient-elles pu être accidentelles ? Non. La disposition des brûlures indique que le liquide a été projeté avec force. Un déversement accidentel aurait une distribution différente. C'était clairement un acte intentionnel. Puis ce fut mon tour de témoigner. Linda m'a guidée à travers les événements de cette journée avec une précision minutieuse. J'ai décrit mon réveil ce matin-là avec des crampes, comment elles s'étaient aggravées progressivement tout au long de la journée, comment j'avais essayé de me reposer mais que Patricia m'avait crié dessus d'arrêter d'être paresseuse. Comment, en fin d'après-midi, la douleur était devenue insupportable. Je savais que quelque chose n'allait pas, ai-je dit, ma voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Ce n'était pas un inconfort normal de grossesse. J'avais l'impression que quelque chose de grave arrivait à mon bébé. J'ai dit à Patricia que je devais aller à l'hôpital. Quelle a été sa réponse ? Elle a dit que je cherchais des excuses pour ne pas préparer le dîner. Elle m'a attrapé le bras fermement et m'a dit que je n'irais nulle part tant que le repas ne serait pas terminé. J'ai essayé d'expliquer, de lui faire comprendre que j'avais peur pour le bébé. Mais elle a juste resserré sa prise. Est-ce que quelqu'un d'autre est intervenu ? Gérald, mon beau-père, a dit que j'étais dramatique. Il a dit, les jeunes femmes d'aujourd'hui ne savent pas comment gérer un peu d'inconfort, que sa femme avait travaillé pendant ces 2 grossesses sans se plaindre. Qu'avez-vous fait ? J'ai retiré mon bras. Je savais que j'avais besoin d'aide médicale et que personne n'écoutait. J'ai commencé à marcher vers la porte pour partir. Et puis, c'était la partie la plus difficile. J'ai pris une profonde inspiration, jeté un coup d'œil à Emma qui dormait paisiblement dans les bras d'Angela dans le public, et j'ai continué. Patricia m'a hurlé d'arrêter. Je me suis retournée, et elle tenait une casserole de soupe, la soupe qu'elle préparait pour le dîner. Avant que je puisse réagir, elle me l'a jetée dessus. Le liquide bouillant a frappé mon ventre. Ma poitrine. La douleur était. Je ne peux pas la décrire. J'ai crié et je me suis effondrée. J'étais par terre, tenant mon ventre, terrifiée que le bébé soit blessé, et ils m'ont tous juste regardé. Personne ne vous a aidé ? Personne ne m'a aidé. Puis Tyler est entré. J'ai vraiment pensé qu'il appellerait une ambulance, qu'il ferait enfin quelque chose pour nous protéger, moi et notre bébé. Mais il m'a regardé par terre et a dit, maintenant ? Regarde ce que tu lui as fait faire. Plusieurs jurés ont regardé Tyler avec un dégoût évident. Le contre-interrogatoire de Derek Harrison a été brutal. Il a essayé de me dépeindre comme une belle fille manipulatrice qui n'avait jamais apprécié la générosité de Patricia et Gérald de nous laisser vivre avec eux. Il a suggéré que j'avais prévu de leur enlever leur fils. Que j'avais intentionnellement créé des conflits dans la maison.
N'est-il pas vrai que vous vous disputiez fréquemment avec Madame Patricia? Elle me critiquait fréquemment. J'essayais de maintenir la paix. Mais vous répondiez, n'est-ce pas? Vous contestiez son autorité dans sa propre maison. Je n'étais pas d'accord avec elle parfois, oui. Je ne pense pas que cela justifie une agression. Vous vous êtes dégagé d'elle avec force, c'est exact? Vous étiez agressive ce soir-là. Je me suis dégagée parce que j'avais besoin de soins médicaux. J'étais enceinte de 7 mois et je souffrais terriblement. Mais vous avez envenimé la situation. Elle m'a jeté de la soupe bouillante dessus, ai-je dit plus fort que je ne l'aurais voulu. Peu importe à quel point vous pensez que la situation était tendue. Rien ne justifie de jeter de la soupe bouillante sur une femme enceinte. Le juge a fait droit à l'objection de Linda avant que Derek ne puisse répondre, mais je voyais qu'il avait atteint son but, me faire perdre légèrement mon sang-froid, montrer au jury que j'avais du caractère. Puis ils ont diffusé l'appel au secours. La voix de Madame Chen, affolée, il y a une femme enceinte qui crie chez les voisins. J'ai vu par la fenêtre que quelqu'un lui a jeté quelque chose de chaud dessus. Elle est par terre. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. La régulatrice, est-ce que quelqu'un l'aide? Madame Chen, non, il reste là à regarder. Son mari vient d'entrer et il ne fait rien. S'il vous plaît, elle a besoin d'aide maintenant. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Patricia a été reconnue coupable de voies de fait grave et de mise en danger d'un enfant. Gérald a été condamné pour négligence et non-assistance à personne en danger. Tyler a été accusé de négligence criminelle et de mise en danger d'un enfant. Patricia a sangloté au tribunal lorsque le juge l'a condamné à 5 ans de prison. Gérald a écopé de 3 ans. Tyler a eu 2 ans de probation, des cours de parentalité obligatoires qu'il ne pourrait jamais utiliser, et des droits de visite supervisés qu'il n'exercerait jamais parce que je me battrais contre chaque visite jusqu'à mon dernier souffle. Le procès civil a été encore plus satisfaisant. Robert avait fait ses devoirs. Il a découvert que Patricia et Gérald avaient des actifs considérables, une maison entièrement payée d'une valeur de 800 000 $, des comptes de retraite, des biens locatifs. Tyler lui-même avait un bon revenu en tant que directeur des ventes. Leurs compagnies d'assurance ont essayé de régler à l'amiable, mais Robert m'a conseillé de refuser. Le procès civil a eu lieu 6 mois après les condamnations pénales. À ce moment-là, Patricia avait déjà commencé à purger sa peine. Gérald était entré en prison. Tyler était en probation, sa vie s'effondrant déjà de manière visible. Robert Morrison a prouvé qu'il valait chaque centime de ses honoraires. Il avait monté un dossier qui allait au-delà de la simple agression. Il l'a présenté comme un schéma de violence, de négligence et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle qui avait culminé dans une violence quasi mortelle. Nous ne cherchons pas seulement une compensation pour les frais médicaux, a expliqué Robert lors de notre préparation. Nous les tenons responsables de chaque traumatisme qu'ils vous ont causé, des dommages physiques permanents, de la naissance prématurée d'Emma et de ses problèmes de santé continus, du préjudice psychologique que vous avez subi. Il s'agit de montrer que les actes ont des conséquences. Le procès civil avait une énergie différente de celle du procès pénal. Des règles différentes, une charge de la preuve différente, des enjeux différents. Ici, nous n'avions pas besoin de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, mais seulement qu'il était plus probable qu'improbable qu'ils aient causé un préjudice et devaient des dommages et intérêts. Robert a fait appel à des témoins experts dont j'ignorais même l'existence. Un néonatologiste a expliqué les risques associés à une naissance prématurée à 30 semaines, les complications à long terme potentielles qu'Emma pourrait rencontrer, difficultés d'apprentissage, problèmes respiratoires, problèmes de vision. Il a chiffré le coût estimé à vie pour faire face à ces complications potentielles, 847 000 $. Un économiste a témoigné de ma perte de potentiel de revenus. J'avais travaillé comme hygiéniste dentaire avant la grossesse, gagnant un salaire décent avec de bons avantages. L'agression et ses conséquences avaient complètement fait dérailler ma carrière. La plaignante a perdu non seulement un revenu immédiat, a expliqué l'économiste, en montrant des graphiques projetés sur des écrans, mais aussi des cotisations de retraite, des opportunités d'avancement de carrière et l'effet cumulé des années de salaire perdu sur sa durée de vie professionnelle attendue.
Cela représente environ 1,2 millions de dollars de perte de capacité de gain. Une psychologue qui me traitait pour un SSPT a témoigné de l'impact durable sur ma santé mentale. Le docteur Sarah Weinstein me voyait 2 fois par semaine depuis qu'Emma avait 3 mois. La plaignante présente les symptômes classiques du syndrome de stress post-traumatique, a expliqué le docteur Weinstein de sa voix calme et clinique. Hypervigilance, flashback, anxiété sévère, crise de panique déclenchée par des stimuli spécifiques, le bruit de l'eau qui bout, des voix fortes. Même certaines odeurs peuvent la plonger dans un état dissociatif. Elle fait des cauchemars plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas quelque chose qui se résoudra simplement avec le temps. Elle aura probablement besoin d'une thérapie continue pendant des années, peut-être à vie. Quel est le coût estimé de ce traitement continu ? A demandé Robert. Une estimation prudente, tenant compte de séances de thérapie bimensuelles et d'une gestion occasionnelle des médicaments, s'élève à environ 300 000 $ sur sa vie. La défense a tout minimisé. Leurs experts ont suggéré que la naissance prématurée d'Emma aurait pu se produire de toute façon, que mon SSPT n'était pas aussi grave qu'on le prétendait, que je pourrais retourner au travail si je le voulais vraiment. Ils ont mentionné le fait que Tyler payait sa pension alimentaire à temps, comme si cela les absolvait de toute responsabilité. Mais Robert a systématiquement démantelé chaque argument qu'ils ont avancé. Il a rappelé Madame Chen, qui a témoigné m'avoir vu lutter dans les mois qui ont suivi mon retour de l'hôpital. Comment elle me voyait par les fenêtres, faisant les 100 pas avec Emma en pleurs à 3 heures du matin, le SSPT m'empêchant de dormir. Comment elle m'apportait des repas parce que je mangeais à peine. Je la voyais sursauter à des bruits normaux, a dit Madame Chen. Une portière de voiture qui claque, quelqu'un qui élève la voix dans la rue. Elle tressaillait comme si on l'avait frappée. Ce n'est pas quelqu'un qui simule un traumatisme. C'est quelqu'un qui a été véritablement meurtri. Robert a apporté des photos et des vidéos de ma vie quotidienne, en train de changer la couche d'Emma et la caméra captant un aperçu des cicatrices sur mon ventre, une vidéo de moi ayant une crise de panique dans une épicerie quand quelqu'un a renversé un présentoir de boîte de soupe. Il a montré au jury mon dossier médical dans les moindres détails, chaque opération, chaque infection, chaque revers dans le processus de guérison. L'avocate de la défense, différente de celle du procès pénal car Derek Harrison avait apparemment refusé de prendre l'affaire civile, a tenté de soutenir que certains de mes dommages étaient exagérés. N'est-il pas vrai que vous avez réussi à vous occuper de votre fille malgré ses difficultés présumées, a demandé l'avocate, une femme nommée Suzanne Brox, lors du contre-interrogatoire. Réussir ne signifie pas que je ne souffre pas, ai-je répondu. Je dois m'occuper d'Emma parce que je suis sa mère et qu'elle dépend de moi. Mais il y a des jours où je peux à peine fonctionner. Des jours où je ne peux pas m'arrêter de trembler. Des jours où je ne peux pas quitter la maison parce que j'ai trop peur. Mais vous quittez la maison. Vous êtes ici au tribunal. Vous témoignez de manière cohérente. Parce que je dois le faire. Parce que les tenir pour responsables est la seule façon pour moi de commencer à guérir. Robert a également découvert des dossiers financiers montrant que Patricia et Gérald avaient discuté de me déshériter complètement après que je suis tombée enceinte, qu'ils avaient fait des commentaires à des amis en espérant que Tyler divorcerait de moi. Qu'ils avaient activement essayé de saboter notre mariage. Des échanges de courriels entre Patricia et sa sœur la montraient me traitant de croqueuse de diamants et de manipulatrice qui piégeait Tyler avec un bébé. Ces communications établissaient un schéma d'hostilité. Robert a soutenu que l'agression n'était pas une perte de contrôle momentanée. C'était l'aboutissement de mois d'animosité croissante envers la plaignante. Il voulait qu'elle parte, et quand elle a essayé de partir ce soir-là pour chercher de l'aide médicale, Patricia a agi sur cette hostilité de la manière la plus violente possible. La déposition de Tyler a été diffusée au jury. Le voir se tortiller face aux questions sur son incapacité à me protéger, son soutien continu à sa mère, son absence pendant le séjour d'Emma en Usain, cela aurait été satisfaisant si ce n'était pas si pathétique. Pensiez-vous que votre femme était réellement en détresse ce soir-là, lui avait demandé Robert. Je pensais qu'elle exagérait peut-être. Elle s'était beaucoup plainte pendant la grossesse. Plainte de symptômes de grossesse légitime, je suppose. Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Mais vous êtes un mari.
Avez-vous considéré que votre femme pouvait connaître son propre corps assez bien pour reconnaître quand quelque chose n'allait vraiment pas? Tyler n'avait pas de réponse à cela. La délibération du jury a duré plus longtemps dans l'affaire civile que dans le procès pénal, près de 8 heures. Robert a dit que c'était normal, que le calcul des dommages était complexe et que le jury débattait probablement des montants exacts plutôt que de la responsabilité elle-même. Quand ils sont revenus, la présidente du jury a lu le verdict. Le jury m'a accordé 4,7 millions de dollars de dommages et intérêts. La répartition incluait les frais médicaux, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle, les soins futurs pour les complications d'Emma liées à sa naissance prématurée, et des dommages-intérêts punitifs destinés à punir les accusés pour leur comportement odieux. Patricia et Gerald ont tout perdu. Leur maison, leurs biens locatifs, leur retraite, tout a servi à payer le jugement. Ils ont déclaré faillite, mais certains types de jugements civils ne peuvent être effacés. Ils me paieraient pour le reste de leur vie. Tyler a perdu son emploi lorsque sa condamnation est devenue publique. Sa réputation professionnelle s'est effondrée. Le règlement du divorce m'a donné la garde exclusive, une pension alimentaire de 3 000 $ par mois et notre domicile conjugal. Il a emménagé dans un studio en ville et a fait des petits boulots pour effectuer ses paiements. Mais la vengeance ne s'est pas arrêtée là. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour engager une attachée de presse. Pas pour moi. Pour eux. Je voulais que tout le monde sache ce qu'ils avaient fait. L'histoire est devenue virale. Les nouvelles locales l'ont reprise. Puis les chaînes régionales, puis quelques médias nationaux. Une belle-mère jette de la soupe bouillante sur une femme enceinte, provoquant une naissance prématurée, faisait des titres percutants. La campagne médiatique a été d'une précision chirurgicale. L'attachée de presse que j'ai engagée, Karen Delgado, était spécialisée dans les cas où les survivants voulaient que leur histoire soit racontée selon leurs propres termes. Elle avait travaillé avec des victimes de violences domestiques, des lanceurs d'alerte, des personnes réduites au silence depuis trop longtemps. Le récit a du pouvoir, m'a expliqué Karen lors de notre première rencontre. Elle avait la quarantaine avancée, des cheveux roux et une intensité qui montraient clairement qu'elle était extrêmement douée dans son travail. Actuellement, si les gens cherchent les noms de vos beaux-parents sur Google, ils ne trouveront peut-être rien ou ils trouveront l'affaire criminelle enfouie dans les archives judiciaires. Nous allons changer cela. Quand quelqu'un les cherchera, il trouvera exactement ce qu'ils vous ont fait. Elle a d'abord organisé des interviews avec les chaînes de télévision locales. Je me suis assise sur des chaises de studio sous des lumières vives et j'ai raconté mon histoire encore et encore. Certains intervieweurs étaient sympathiques, traitant l'affaire comme un cas clair de violence. D'autres ont essayé de jouer l'avocat du diable, me demandant si j'avais fait quelque chose pour provoquer Patricia, si les tensions familiales avaient contribué à la situation. Mon seul crime a été d'être enceinte et d'avoir besoin de soins médicaux, ai-je dit lors d'une interview particulièrement hostile. Si c'est assez provocateur pour justifier une agression, alors nous avons des problèmes bien plus graves en tant que société. Le clip est devenu viral. Il a été partagé des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Des podcasts sur les crimes réels ont commencé à couvrir l'affaire. Un réalisateur de documentaire m'a contacté pour potentiellement inclure mon histoire dans une série sur la violence domestique sous des formes inattendues. Karen m'a également aidé à créer un site web documentant tout, les archives judiciaires, les photos médicales, aseptisées pour le public, mais toujours choquantes, des extraits de témoignages, l'appel au secours. Tout était public, mais l'avoir compilé en un seul endroit rendait impossible pour Patricia, Gerald ou Tyler d'échapper à leurs actes. Les amis de l'église de Patricia, les copains de golf de Gerald, les collègues de Tyler, tout le monde l'a vu. Leur nom et leur visage étaient partout. La sœur de Patricia a cessé de lui parler. Le frère de Gerald m'a écrit une lettre pour s'excuser du comportement de sa famille et demander s'il pouvait faire quelque chose pour aider Emma. Tyler a essayé les rencontres en ligne après la fin de sa probation. Plusieurs femmes l'ont reconnu grâce au reportage et l'ont dénoncé publiquement. Ses profils de rencontres ont été partagés dans des groupes Facebook dédiés à dénoncer les hommes dangereux. Il ne pouvait pas échapper à ce qu'il avait laissé se produire. J'ai créé une organisation à but non lucratif avec une partie de l'argent du règlement.
Elle fournit une aide juridique et un logement temporaire aux femmes enceintes fuyant des situations de violence. Je l'ai nommée l'espoir d'Emma, en l'honneur de ma fille. Nous avons aidé 43 femmes en 3 ans. Chacune reçoit le soutien que j'aurais aimé avoir avant que les choses ne dégénèrent en cette horrible journée dans la cuisine. Emma a maintenant 3 ans et demi. Elle est petite pour son âge à cause de sa naissance prématurée, mais elle est en bonne santé et heureuse. Elle adore les dinosaures et le lait au chocolat et ne se souvient pas de l'usin ni des mois d'incertitude. Elle ne connaîtra jamais les parents de son père, et Tyler a renoncé à ses droits parentaux il y a 2 ans quand il a réalisé qu'il ne pourrait jamais se permettre la pension alimentaire et les frais de justice. Mes brûlures ont guéri, laissant d'épaisses cicatrices sur mon abdomen. Elles ne sont pas jolies, mais je ne les cache pas. Elles sont la preuve de ce à quoi j'ai survécu, ce à quoi Emma a survécu. Parfois, d'autres mères les voient à la piscine ou à la plage et me posent des questions. Je leur dis la vérité, car le silence protège les agresseurs, et j'ai fini de me taire. La partie la plus difficile n'a pas été la convalescence physique ni même les batailles juridiques. C'était d'accepter que l'homme que j'avais épousé, l'homme avec qui j'avais prévu un avenir, se souciait si peu de moi qu'il m'avait regardé souffrir et m'en avait blâmé. J'avais ignoré les signaux d'alarme pendant notre relation, la façon dont il prenait toujours le parti de sa mère, comment il méprisait mes sentiments, son incapacité à me défendre. La grossesse avait tout amplifié jusqu'à ce que la vérité devienne impossible à ignorer. J'ai commencé une thérapie 1 an après la naissance d'Emma. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas de ma faute, qu'aucune préparation de dîner plus rapide ou attitude moins dramatique n'aurait changé le genre de personne qu'ils étaient. Les agresseurs agressent, les complices permettent. Ma seule erreur a été de rester dans cette maison aussi longtemps. Aujourd'hui, je vis à l'autre bout du pays de là où tout s'est passé. Emma et moi avons une petite maison avec un jardin où nous cultivons des tomates et des tournesols. Je travaille à distance comme spécialiste de la facturation médicale, ce qui me donne la flexibilité d'être présente pour Emma. Nous avons une belle vie, une vie paisible. Parfois, Emma pose des questions sur son papa. Je lui dis que certaines personnes ne sont pas prêtes à être parents, et que ce n'est pas grave parce que nous avons l'une l'autre. Quand elle sera plus grande, je lui dirai toute la vérité. Elle mérite de connaître l'histoire, de comprendre pourquoi nous ne voyons pas certains membres de la famille. D'apprendre que se protéger des personnes nuisibles n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Patricia. Elle venait de la prison où elle purge sa peine. Elle a déjà fait 3 ans et demi et approchait de son audience de libération conditionnelle, voulant s'excuser et demander si nous pouvions avoir une relation avec Emma après sa libération. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai passé à la déchiqueteuse. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. Certains pardons ne sont pas dus. Elle avait le choix dans cette cuisine. Elle aurait pu m'aider, appeler une ambulance, faire preuve d'une décence humaine élémentaire. Au lieu de cela, elle a choisi la violence. Elle a préféré le dîner à la vie de sa petite fille. Ce n'est pas quelqu'un que je veux près de ma fille. Gérald écrit aussi de temps en temps. Des lettres plus courtes, affirmant qu'il ne savait pas que Patricia réagirait si violemment, qu'il aurait dû en faire plus. Celles-ci sont également déchiquetées. Il est resté là et a regardé. Son inaction était un choix. Tyler n'écrit pas. Je pense qu'il est sincèrement passé à autre chose, qu'il a trouvé un moyen de rationaliser ce qui s'est passé jusqu'à se considérer comme la victime d'une manière ou d'une autre. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un entrepôt et vivait avec une nouvelle petite amie qui ne connaissait pas son passé. Je me demande s'il lui a dit. Je me demande si elle le découvrira comme ses petites amies précédentes. Je ne passe plus beaucoup de temps à penser à eux. La vengeance n'est pas quelque chose que l'on obtient une fois pour toutes. Elle se construit dans chaque belle journée qu'Emma et moi passons ensemble. Chaque étape qu'elle franchit, chaque sourire, chaque jouet dinosaure qu'elle chérit, chaque soirée paisible à lire des livres avant de dormir. C'est ça, la vengeance. Ils ont essayé de tout nous prendre, et nous avons construit une vie magnifique malgré tout. Emma commence la maternelle le mois prochain. Elle est excitée à l'idée de se faire des amis et nerveuse d'être loin de moi. Je suis nerveuse aussi, mais je lui ai appris à être courageuse, à s'exprimer quand quelque chose ne va pas,
à comprendre que sa voix compte. Elle est déjà plus forte que je ne l'étais à son âge. Les cicatrices sur mon ventre attrapent parfois la lumière quand je m'habille. Emma les touche doucement, curieuse. Bobo, dit-elle. Des vieux bobos, je lui dis. Ils ne font plus mal. C'est en grande partie vrai. La douleur physique s'est estompée, remplacée par une raideur dans le tissu cicatriciel qui se réveille par temps froid. La douleur émotionnelle va et vient par vagues, généralement déclenchée par des choses inattendues, une casserole de soupe qui bout sur le feu, des voix fortes, l'odeur du désinfectant hospitalier qu'ils utilisaient en usin. Mais je guéris. Nous guérissons toutes les deux. L'organisation à but non lucratif me maintient en contact avec d'autres survivantes, me rappelle pourquoi la bataille juridique en valait la peine. Une femme que nous avons aidée l'année dernière avait une situation étrangement similaire à la mienne. Des beaux-parents violents, un mari complice, une grossesse dangereuse. Nous l'avons fait sortir avant que quoi que ce soit de physique ne se produise. Elle et son bébé sont en sécurité maintenant, vivant dans un logement de transition pendant qu'elle se construit une nouvelle vie. Vous nous avez sauvés, m'a-t-elle dit lors de notre dernier contact. Non, ai-je dit, vous vous êtes sauvés vous-même. Je vous ai juste aidé à trouver les ressources. C'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un me donne, des ressources, des options, une voie de sortie claire avant que les choses ne dégénèrent en soupe bouillante et en chirurgie d'urgence. Je ne peux pas changer mon propre passé, mais je peux aider d'autres femmes à écrire des avenirs différents. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir été si dure avec la famille de Tyler avec les procès et la publicité. Ils suggèrent que le pardon pourrait apporter la paix, que s'accrocher à la colère ne fait que me blesser. Ces gens ne comprennent pas. Ce n'est pas de la colère. C'est la justice. C'est la responsabilité. Ils m'ont fait du mal, à moi et à mon enfant, et ils en ont subi les conséquences. C'est ainsi que la société est censée fonctionner. Le pardon aurait envoyé le message que leur comportement était acceptable, pardonnable, quelque chose qui pouvait être excusé avec assez de temps et d'excuses. Ce n'était pas acceptable. Ce ne le sera jamais. Emma chante pour elle-même dans sa chambre en ce moment. Une chanson qu'elle a apprise dans un dessin animé. Sa voix est vive et joyeuse. C'est ce qu'ils ont failli enlever au monde. Cette petite personne joyeuse, curieuse et aimante qui mérite toutes les chances d'avoir une belle vie. Ils sont en prison, en faillite et en exil social, tandis qu'Emma et moi sommes ici, dans notre maison ensoleillée, à planifier sa fête d'anniversaire, à choisir sa tenue pour la rentrée des classes, à vivre librement. Si ce n'est pas ça, la vengeance, je ne sais pas ce que c'est. Les brûlures feront toujours partie de mon histoire. Mais elles n'en sont pas la fin. Elles ne sont qu'un chapitre, un horrible chapitre qui a mené à quelque chose de mieux. Emma et moi avons survécu. Nous nous sommes échappés. Nous avons reconstruit. Et chaque jour que nous passons, heureux et en sécurité, est un jour de plus où ils doivent vivre avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont perdu. C'est la vengeance à laquelle ils ne pourront jamais échapper, le savoir qu'ils ont détruit leur propre famille pour que le dîner soit servi à l'heure. Ils ont échangé leur petite fille contre leur fierté. Ils ont choisi la cruauté plutôt que la compassion, et la facture de ce choix les suivra pour le reste de leur vie. Je dors bien la nuit, sachant que justice a été rendue. Emma dort dans son pyjama dinosaure dans son lit surchaud, rêvant de ce dont rêvent les enfants de 3 ans. Certains trouvent leur fin heureuse dans le pardon et la réconciliation. J'ai trouvé la mienne dans la responsabilité et la distance. Les deux sont valables. Les deux sont réels. C'est ma vengeance. Vivre bien, élever ma fille avec amour et m'assurer que d'autres femmes ne souffrent pas seules comme je l'ai fait. C'est ma victoire. Chaque souffle, chaque rire, chaque moment de paix. Ils ont essayé de tout prendre, et j'ai tout repris, et même plus.